As a fait une sacrée saison. On 16e place pour Hülkenberg, 9e pour Magnussen, dernière place au championnat. On n'en a pas beaucoup parlé cette année parce que chaque Grand Prix il se passait pas grand chose, à part vous dire continuellement Hülkenberg en qualif, top, et puis en course, le samedi c'est top. le seul c'est point positif de cette saison. D'ailleurs, on parle depuis tout à l'heure des places moyennes en qualif en disant que Pérez est celui qui a pris la plus grosse tôle. Non, c'est Magnussen, puisque la place moyenne de Magnussen en qualification cette année, ça a été 15,14, et la place moyenne de Hülkenberg, ça a été ça a été 12,14, pardon, j'avais la mauvaise ligne, donc non, ça reste moins pire que Pérez. Il y a quand même 3 places d'écart sur une voiture qui valait le fond de grille, donc ça veut dire qu'il a quand même fait des vraiment meilleures performances que Magnussen, et surtout Magnussen a fait une bonne qualif là où Hülkenberg a fait un paquet de Q3. Mais bon, de toute façon, ça servait à rien puisque la voiture cramait les pneus au bout de et un nouveau concept lancé à Austin qui n'est pas meilleur. Alors, n'est pas moins bon, mais n'est pas vraiment meilleur en termes de gestion des pneus en course. Donc, léger mieux, mais très léger. Ouais. C'est vraiment imperceptible. Pour moi, l'autre élément marquant de l'année, c'est les déclarations, toujours sur Hülkenberg, une déclaration très forte de Hülkenberg, qui a été le pilote le plus cinglant envers son équipe. On a l'impression qu'il voit que le modèle As ne fonctionne pas. Et évidemment, je pense que c'est aussi parce qu'il voulait partir chez Audi, Sauber, mais que l'option sur lui a été activée par Steiner. Mais on a vu un pilote qui a été particulièrement autocritique sur son équipe. Il fallait revenir aux gros gens des beaux jours pour avoir autant de critiques sur. Et encore là, c'est vraiment structurel. C'est embêtant. Mais moi, je pense qu'on voit aussi un Hülkenberg qui, du coup, au début de saison, était très gentil parce que pour lui, il revenait par la fenêtre. Voilà, il se disait c'est une opportunité, super. Puis au bout de 5 courses, il a vu qu'il était complètement dans le rythme, qu'il atomisait Magnussen parce que Magnussen se prend quand même. Alors effectivement, en fin de course, vous me dites ils sont 17 et 19, il n'y a pas une grosse différence. Mais en termes de chrono, je pense qu'il se prenait vraiment des tôles sur les grands prix de début de saison. Il s'y attendait pas, Magnussen. Donc là, Hülkenberg, ça lui a donné un statut, histoire de dire on va commencer à taper sur l'équipe parce que je suis clairement celui qui la porte. Et il a eu raison de faire ça. Parce que jusqu'à la pause estivale, il fait 6 Q3 sur 12 courses quand même, Hülkenberg. C'est vraiment hyper impressionnant. Et Magnussen d'en faire 1 ou 2 peut-être, mais c'était beaucoup moins. Et il se fait quand même malgré tout, comme ils disent dans le chat. Pardon, la confirmation de Magnussen quand même pour 2024 qui est surprenante. En fait, Steiner était tellement échaudé par les pilotes, par les jeunes pilotes et les débutants qu'il préfère laisser un vieux qui est pas trop satisfaisant que d'aller tenter un jeune pilote, quoi, je veux dire. T'as une équipe qui est un peu au fond du trou, je veux dire, qu'est-ce que tu risques à aller tester un autre jeune pilote, quoi, par rapport à qui est vraiment en fin de carrière, quoi, je veux dire. Waouh, quoi, je veux dire, là, Non, mais la gestion est pas bonne, de toute façon. Non, mais Hülkenberg, comme disait Alex, il va jusque lui à remettre en cause les personnes qui dirigent l'équipe. Parce qu'effectivement, Grosjean n'avait jamais fait. Enfin, ou alors, peut-être de manière épisodique, mais j'ai pas les souvenirs là en tête. En gros, au moins, la direction technique de l'équipe, elle est clairement à remettre totalement en question du côté de As. Donc, c'est le résumé de leur saison, c'est que c'est des bons samedis pour Hülkenberg, et de très mauvais dimanches la plupart du temps pour les deux pilotes, quoi. Si, Hülkenberg serait peut-être le seul pilote content d'avoir 22 sprints, voilà, parce que... Oui, mais on l'a vu, même un sprint, c'est trop long. Le sprint a un arrêt obligatoire. Il marque sur un sprint, je crois, quand même, ou 2 sprints. En Autriche, quand il pleut, on croyait qu'il ferait podium, Hülkenberg. Voilà, mais sinon, c'est tout, quoi. C'est désespérant, mais bon. C'est la F1 d'aujourd'hui, c'est la F1 où la course est à privilégier par rapport au qualif. Ce que Red Bull a du coup très bien compris, ce que As a très mal compris. Voilà. Jean-Baptiste qui veut dire qu'ils sont juste là pour faire la pub pour des mauvaises machines-outils. Du coup, ils le font très bien parce que si les machines-outils As sont mauvaises, je le dis ici parce que j'en ai jamais utilisé, au moins l'équipe est en adéquation. Vous voyez, il paraît qu'elle fabrique de très très bonnes munitions en Russie. Bon. Très bien. Ça, je dis rien. Ce qui est hyper inquiétant pour As, c'est le temps qu'ils ont mis à comprendre, et sans même être sûr de comprendre, pourquoi la voiture bouffait les pneus. Où en fait, en milieu de saison, ils disaient encore, de toute façon, on ne peut pas travailler sur la voiture de 2024 parce qu'on n'a pas résolu ce problème, et que si on ne résout pas ce problème et qu'on ne comprend pas la cause profonde du problème, on ne peut pas changer, on peut pas juste faire une nouvelle voiture parce qu'elle aura le même problème, en fait. Et là, tu te dis, ça montre vraiment les limites, en fait,
de ce schéma qu'a mis en place l'équipe avec ce développement qui est sous-traité, enfin, développement qui dépend de Ferrari et la fabrication qui est sous-traitée, où au final, ils ne savent pas identifier les caractéristiques de leur voiture. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant parce que finalement, ça se mêle en plus à une communication où on te dit, bon, bah, de toute façon, faire le nombre en F1, c'est pas grave, c'est quand même cool, et puis on essaiera de marquer des points de temps en temps. C'est vrai que c'est un peu inquiétant de dire, est-ce que Haas a vraiment encore envie d'être en F1, à part pour la manne financière que ça représente, et pour la volonté de ces deux pilotes de se dire, bah voilà, au moins on est encore en F1, parce que finalement, ouais, c'est vraiment ce qui semble motiver l'équipe. Après, j'imagine qu'en interne, il y a des centaines de personnes qui bossent et qui sont très motivées à faire fonctionner cette équipe, mais qui ont un plafond de verre qui est déjà atteint, et qui est celui d'une équipe qui n'est pas viable sur le plan de la technique. Ouais, non, pas viable, ça. Il faut une telle intégration. Il faut une telle intégration des connaissances maintenant pour que tout fonctionne en harmonie que le modèle As, effectivement, il l'a vécu, quoi. Et il n'a jamais été réellement top. Pardon, 2018, il est très bien parce que la Ferrari 2017 était un avion. Mais au final, ils sont totalement dépendants de Ferrari. Si Ferrari fait une super saison l'an prochain, bah peut-être qu'en 2025, As fera une très bonne saison. Pas aussi bonne puisqu'ils comprendront quand même pas pourquoi la voiture fonctionne, mais elle fonctionnera. Et c'est ça le problème. Ouais, mais la Ferrari de l'an dernier était quand même pas une mauvaise voiture du tout, et puis cette année, ça n'a pas permis à As non plus de décoller, quoi. Donc, ça n'a pas permis à Ferrari de décoller. Le problème, c'est que dès que la sera rapide, on dira c'est parce qu'ils ont un bureau d'études à Maranello, etc. Le problème, c'est qu'ils sont un petit peu perdants aussi. Ouais, mais ça, je pense que Gina s'en fiche, lui, parce que si la As fait des podiums, bah, il y aura marqué As sur les combinaisons des... Enfin, c'est pour ça qu'il en est fait, on rappelle, hein, Gina, de toute façon. Donc, rappelons quand même que la As n'est pas une très mauvaise voiture non plus, elle était quand même dans la seconde, hein, rappelons, à la fin de l'année. Leur mauvaise voiture... leur mauvaise voiture de 2021, c'était à 2 secondes 5, 3 secondes. Hein. Bah oui. Puis en qualif, c'était régulièrement 5 ou 6e force du plateau. C'est ça. Donc c'était tout à fait correct. Donc finalement, excellente saison. Moi, si je devais devant vous ce soir tirer un bilan de la saison de F1, je dirais que tout le monde a surperformé. Bravo à Red Bull mauvais, parce qu'ils ont quand même loupé plein de pole positions, je trouve. Ils auraient pu faire mieux. Ferrari, c'est comme l'école des fans, c'est tout le monde est champion. Ouais, tout le monde est champion, principalement Red Bull, mais les autres quand même. Bon, si on pousse ce concept-là jusqu'au bout, on doit pouvoir dire que Red Bull a aucun mérite, mais on doit pouvoir y arriver. Oui, bon, les mauvaises langues diront qu'on a essayé de le dire. Donc... non, mais après, As, c'est compliqué parce que en fait, c'est pas une équipe qui a des perspectives d'avenir, c'est-à-dire qu'eux, ils vont continuer à traîner un concept bancal et boiteux jusqu'à ce qu'ils partent de la F1 ou jusqu'à ce qu'un jour on leur interdise de le faire. Donc, il n'y a pas de... Au moins, Alfa Romeo, enfin Sauber, même s'ils font 2 saisons difficiles, ils se diront, allez, 2026, on a quelque chose qui arrive, vraiment un gros projet, beaucoup de budget, beaucoup de moyens, et une grosse marque derrière et tout, ça va changer. As, en 2026, ce sera toujours As. Et au final, ils auront toujours une Ferrari qui est moitié de Ferrari, moitié de Dallara, moitié de bureau d'études. Et ça ne fonctionnera pas très bien, quoi. Donc, c'est un peu problématique pour eux parce que le plafond de verre est atteint. Et c'est un plafond de verre qui était dans une F1 où les équipes avaient vraiment des grosses disparités de budget en 2018. Et au final, tout le monde... Il y avait une sélection qui se faisait et les équipes B arrivaient à mieux se mettre en avant grâce aux pièces qu'elles recevaient des équipes principales. Et du coup, ils arrivaient à ce que le plafond de verre les amène 5e, 6e force du plateau. Aujourd'hui, dans une Formule 1 où tout le monde est au même budget et où en plus on resserre un peu la hiérarchie avec des équivalences de développement, etc., et au final, leur plafond de verre, il les met 8e ou 9e maximum. Et encore, pour moi, je ne les vois pas faire mieux que 9 ou 10 au championnat dans les prochaines années. Parce qu'au final, c'est tellement une excellence totale qu'ils auront toujours un modèle défaillant par rapport aux autres. Le seul salut de As, en fait, c'est ça. En fait, c'est même le problème, c'est que c'est Andretti ne rentre pas en F1. En fait, je pense que Gene Haas refuserait même tout le temps de vendre à Andretti. Soyons clairs, je pense que pour des réseaux d'ego et de fierté, il refuserait de vendre. Mais en fait, Haas, c'est aujourd'hui la seule équipe qui n'a pas vraiment d'usine à elle, de bureau de développement extrêmement bien, des ingénieurs à elle et tout. C'est la seule équipe aujourd'hui qui a en fait, sa valeur, c'est sa franchise. En fait, c'est le fait d'être en F1. Ouais. Donc, sa place. Donc pour le bien de la F1, il faudra quand même à un moment que soit As change de modèle et se structure vraiment en équipe comme telle, soit de vendre, effectivement, soit de vendre sa place à un grand constructeur qui voudrait arriver, par exemple.
On peut toujours imaginer qu'avec le vent, si la Formule 1 continue à évoluer comme cela et que les autres équipes continuent à freiner des cas de fer pour qu'il y ait une 11e ou une 12e équipe, que As soit au bout d'un moment forcée et contrainte de vendre, et en plus vendre à quel prix, parce que du coup on vend presque des bureaux vides, parce qu'il n'y a pas grand chose derrière. Il y a un sous-traitant d'Alara et un bureau d'études qui est situé dans l'enceinte de l'usine Ferrari, quand même, rappelons-le. Ça risque de poser problème pour une revente d'ailleurs. Le seul truc qu'ils ont, c'est des ateliers à Bunbury pour en faire l'entretien des F1, les réparer et les reconditionner avant de les envoyer sur un Grand Prix. C'est tout ce qu'ils ont. C'est des vrais garagistes quand même. Ça fait ça. Ah non, mais c'est terrible. Hein. C'est dans le sens que je rappelle que c'est Enzo Ferrari qui parlait de garagistes dans le côté très péjoratif, mais ça fait. Mais ça vaut 700-800 millions aujourd'hui parce que ça a une place en F1, c'est tout. Exactement. Ouais, tu payes juste le droit d'entrée, quoi. C'est vraiment.